Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la crise énergétique alors que Gazprom suspend ses livraisons de gaz à Engie dès demain jeudi. Raison invoquée, le non-paiement des livraisons du mois de juillet. Elisabeth Borne a voulu rassurer. La Première ministre affirme que le groupe français a trouvé d'autres sources d'approvisionnement. Emmanuel Macron va réunir un conseil de défense vendredi consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité. Tous les Européens sont à nouveau en alerte après une interruption des livraisons via le gazoduc Nord Stream pour des travaux de maintenance. Alors au-delà de la France, c'est bien sûr l'ensemble des pays européens qui vont devoir apprendre à se passer du gaz de Vladimir Poutine. Mais à quel prix? Comment vivre sans gaz russe cet hiver? Quelles alternatives? La sobriété est-elle devenue le maître mot et qu'implique-t-elle? La coupure du gaz de Poutine risque-t-elle de faire exploser l'Europe? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Francis Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des problématiques énergétiques. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Guillaume Kasbarian. Bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance, président de la Commission des affaires économiques. Bienvenue également à vous. Yves Bertoncini est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Consultant en affaires européennes et président du mouvement européen. Nous avons également avec nous en duplex de Bruxelles, Marie Toussaint. Bonsoir à vous, eurodéputée Les Verts, membre de la Commission de l'industrie et de la recherche et de l'énergie. Bienvenue à vous. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur le hashtag débat France 24, débat F24 plus exactement. On attend bien sûr toutes vos réactions. Alors comment se passer du gaz de Vladimir Poutine? Avant d'en débattre, je vous propose un résumé en images de l'impact en France avec nos confrères de France Télévisions. Pourra-t-on éviter des coupures d'électricité ou de gaz cet hiver? Le fournisseur russe Gazprom vient de couper le robinet. Une situation inquiétante. La Première ministre réclame plus de sobriété. Tout ce qu'on peut faire pour baisser nos consommations, ça nous évitera d'arriver à des situations où on devrait avoir des coupures. On ne va pas couper le gaz chez les ménages français, mais c'est sur nos entreprises, du coup, les gros consommateurs, qui pourraient y avoir des coupures. Et évidemment, ça aurait des conséquences économiques, sociales. Aujourd'hui, les réserves de gaz sont remplies à plus de 90%, mais c'est seulement 2 mois de notre consommation. Du gaz qui pourrait manquer, tout comme l'électricité. En cas de pic de consommation, il pourrait y avoir des coupures localisées. Par exemple, dans une ville, 2 quartiers pourraient se retrouver sans courant pendant 2 heures, puis 2 autres zones. Autre option, baisser de 5% la tension sur le réseau, sans conséquences majeures pour les foyers. Si on baisse la tension sur le réseau, peut-être que la lumière sera un peu moins intense, éclairera un peu moins. Peut-être que les plaques de cuisson mettront un peu plus de temps à chauffer. Mais globalement, les changements seront très minimes et quasiment imperceptibles pour un particulier. Vendredi, Emmanuel Macron organise un conseil de défense consacré à l'énergie pour préparer les prochains mois. Francis Perrin, y aura-t-il suffisamment de gaz en France cet hiver? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre de façon complètement affirmative ou complètement d'ailleurs négative. Donc ce n'est pas oui ou non? C'est pas oui ou non, le sujet est plus complexe et donc la réponse est forcément plus nuancée. Il faut rappeler quand même qu'on n'est pas les plus mal placés au sein de l'Union européenne parce qu'on est moins dépendant du gaz russe que beaucoup d'autres pays, à commencer par nos voisins allemands et d'autres. Voilà, on va revenir sur l'Europe après. Que nous avons 4 terminaux pour importer du gaz naturel liquéfié du côté de 2 à Fos-sur-Mer, près de Marseille, 1 à Montoire de Bretagne, 1 à Dunkerque, on va même en ajouter un 5e, mais pour l'instant on en a 4. Donc ça permet de la flexibilité dans nos approvisionnements, qu'on a des stocks de gaz qui ne sont pas suffisants, mais qui sont quand même remplis à 90% au moment où nous parlons et qui le seront à 100% prochainement. Que l'on réussit pour l'instant à trouver du gaz ailleurs qu'en Russie. Vous n'êtes pas très inquiet? Je ne suis pas très inquiet, mais je ne pourrais pas vous dire, évidemment, qu'il n'y a aucune chance pour qu'il y ait des coupures. L'idée, c'est qu'on va chercher du gaz ailleurs, on stocke du gaz le maximum possible, on essaie de remplacer le gaz par d'autres énergies et on essaie volontairement de baisser notre consommation de gaz. Et en faisant tout ça, donc ça fait 4 éléments de cette stratégie française et européenne, on espère éviter le 5e, le dernier recours, arriver à des coupures. Et si on arrivait à des coupures, on espère ne pas avoir à couper les
personne, les particuliers. Donc tout est fait pour qu'il n'y ait pas ces coupures, mais l'hiver 2022-2023, est-ce qu'il sera froid ou pas, ou modéré, ou etc. Donc ça dépendra de la météo. Combien de gaz russe à ce moment-là? Quel état du parc nucléaire EDF au cours de l'hiver? Voilà quelques-unes des inconnues majeures qui impliquent qu'on ne puisse pas répondre à votre question Guillaume pertinente Kasbarian. par oui ou non. Oui, c'est ni oui ni non pour vous aussi. En tout cas, il y aura des coupures d'électricité, on ne peut pas dire oui ou non. En tout cas, tout est fait pour éviter d'en arriver là. C'est ce que disait effectivement à l'instant Francis Perrin. Et comme M. Perrin vient de le dire, tout est fait pour à la fois sécuriser le remplissage aujourd'hui de notre stock, pour être sûr qu'on est au maximum de ce que nous pouvons faire. Donc 90%, c'est ça ce qu'on entendait. Et de monter le plus possible. On essaye aussi de développer d'autres sources d'approvisionnement. Donc il y a des questions géopolitiques derrière, mais la question c'est de diversifier les sources d'approvisionnement. Comme le GNL, donc le gaz naturel liquéfié en venant particulier. d'autres pays, c'est-à-dire de se dire on fait venir du gaz venant d'autres pays. On a sécurisé à travers la loi qu'on a votée cet été la possibilité d'avoir un terminal méthanier au Havre temporaire pour éventuellement sécuriser aussi ces questions-là. Et bien évidemment, au-delà du remplissage des stocks, de la capacité à diversifier, il y a la question de la sobriété. On invite très largement les entreprises d'abord, bien sûr, ceux qui le peuvent, à la sobriété. Si jamais il y a des coupures, pardonnez-moi, ça sera des coupures par quartier, on entendait dire. Écoutez, nous, ce que nous avons fait, d'électricité. ce que je préfère, c'est interroger les spécialistes qui sont en train d'imaginer ces scénarios. Donc notre commission des affaires économiques va enclencher un cycle d'audition tout au long du mois de septembre, y compris avec RTE, qui est aujourd'hui en train de faire un certain nombre de scénarios, et qui viendra présenter aux députés l'état des lieux aujourd'hui de la situation, les scénarios dans les mois qui viennent, y compris les scénarios les plus sombres. Charge à nous ensuite de pouvoir faire la lumière et la transparence sur pourquoi est-ce qu'on en est là, quelles sont les responsabilités, etc. Et, les scénarios les plus sombres, ça veut dire coupure. Scénarios les plus sombres, c'est si on a une multiplication des facteurs négatifs. Donc c'est blackout, je veux dire l'impact. Si on multiplie les facteurs, parce que je vais aussi englober la question électrique, mais si on a des centrales qui sont à l'arrêt, et qui continuent à être à l'arrêt, si on a une coupure totale des approvisionnements en gaz russe, si en plus de ça, on a toujours du retard sur le renouvelable et éventuellement de mauvaises conditions météorologiques sur le renouvelable, qui est une énergie intermittente, comme vous le savez, et si en plus de ça, on a une météo qui est très 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 défavorable, si vous multipliez tous ces facteurs-là, eh bien écoutez, nécessairement, on va se retrouver dans une situation où on produit moins d'énergie que ce que l'on consomme. Et donc, dans ces cas-là, on serait dans une situation difficile. Mais nous avons besoin, avec les experts, avec les spécialistes, avec des personnes avec des vrais scientifiques, de faire l'état des lieux de ces scénarios-là, de ces différents facteurs, pour pouvoir anticiper et dire la vérité aux Français et les préparer à tous les scénarios, les plus optimistes, mais aussi les plus sombres. Marie Toussaint, toute l'Europe est concernée, vous justement qui représentez l'Europe ce soir. Est-ce qu'il y aura, vous pensez, vous, des rationnements, des blackouts en Europe? On dit peut-être d'ailleurs des coupures d'électricité en Allemagne. Est-ce qu'il y en a déjà eu? Non, il n'y en a pas eu. Mais je crois, si vous le voulez bien, que ce qu'il faut rappeler avant de rentrer dans la question de où nous en sommes sur le gaz pour cette année, c'est la situation climatique terrible dans laquelle nous sommes. Et en fait, on ne peut pas envisager cette question énergétique et cette question du gaz sans avoir en tête le fait que aujourd'hui, nous apprenons que nous avons dépassé toutes les formes de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette année, nous avons rendu l'eau potable imbuvable partout autour de la planète et que nous avons dépassé la 6e des 9 limites planétaires. Donc le dérèglement climatique, on en voit les effets. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est de s'assurer que les Européennes et les Européens puissent être approvisionnés en énergie dans les mois qui viennent, mais qu'on se saisisse de ce moment de crise sur les énergies fossiles pour changer de modèle et en rentrer dans une nouvelle ère qui soit effectivement l'ère de la sobriété et de la sobriété dans la justice. Donc pour en revenir à votre question, la question de l'approvisionnement en gaz et en énergie en règle générale est évidemment un sujet d'inquiétude au niveau européen. Mais je crois qu'il faut le rappeler avec force. La plus belle des énergies, la meilleure des énergies et la moins chère des énergies, c'est celle qu'on n'utilise pas. Oui. Et donc on a besoin de renforcer les efforts vers la réduction de la consommation d'énergie. Il y a eu un accord qui a été signé cet été, au mois de juillet, entre les États membres et avec la Commission pour aller vers cette réduction d'énergie. Ça a traîné un peu, ça aurait pu être décidé dès février. Et je rappelle que 1% d'énergie consommée aujourd'hui en Europe, c'est 2,6% de gaz russe en moins dans notre système. Et donc dans la réalité, réduire la consommation d'énergie, c'est à la fois œuvrer pour le climat dans le long terme,
terme et se séparer de cette dépendance à Vladimir Poutine et lutter contre la terrible guerre qu'il mène aujourd'hui à l'Ukraine. Voilà, c'est la sobriété, on va bien sûr y revenir, mais avant ça, une question de géopolitique, Yves Bertoncini. D'abord, pourquoi les Russes coupent le gaz soudainement à Engie? Donc ça devrait effectivement être effectif demain. Est-ce que ça veut dire là vraiment très clairement que le gaz reste une arme de guerre pour Vladimir Poutine? Effectivement, il n'a pas beaucoup d'armes, Vladimir Poutine, à l'armée. C'est d'ailleurs des legs de l'Union soviétique, ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, son offensive en Ukraine. Et l'autre arme qu'il a, c'est l'arme énergétique. Il s'en sert, et Gazprom est un bras armé de ce point de vue-là du pouvoir politique, pour affaiblir les Européens, les stresser, les angoisser. Nous avons un débat sur le sujet. La question est de savoir si, on parle d'indépendance, si l'interdépendance qui existe de fait, c'est-à-dire le fait que nous, on a besoin de leur gaz, mais eux, les Russes, ont besoin de nous le vendre, peut aller jusqu'à la rupture. Jusqu'ici, l'usage, en apparence, de l'arme énergétique par Poutine, l'arme gazière, consiste à déstabiliser les Européens, à faire monter le cours du gaz, ce qui permet à la Russie d'engranger des recettes substantielles. Est-ce que, ça faisait partie des inconnus que vous abordez, que vous évoquiez, est-ce que vraiment la Russie peut aller jusqu'à couper le gaz? Au moment de l'Union soviétique, on avait une confrontation idéologique sévère, il n'y a jamais eu de coupure complète. Voilà. Simplement, ce qui vient d'être rappelé, c'est qu'il y a d'autres inconnus. D'abord, l'évolution du conflit en Ukraine. Mais il pourrait le faire. Il pourrait couper le Pour gaz. l'instant, il a coupé à tel ou tel pays qui était plus ou moins dépendant. On a vu. Donc il a la main justement sur l'instrument. Bien sûr, il a la main. C'est pour ça que les Européens ont déjà décidé d'abord de se passer du charbon russe. Ça s'est fait. Du pétrole russe quasiment à plus de 90% en fin d'année. Et pour le gaz russe, réduction de 2 tiers, mais in fine, suppression totale seulement à l'horizon 2027. Parce qu'en effet, il y a une interdépendance qui est très forte, notamment pour des pays comme l'Allemagne. Et donc, à ce stade, on pourrait dire que Poutine nous tient en partie. Jusqu'en 2027. Sauf qu'il y a une diversification qui est en cours, ça a déjà été rappelé. Il y a tous les efforts complémentaires, parce qu'il y a aussi un plan européen, c'est en mauvais français REPowerEU. Bon, la sobriété, l'efficacité énergétique d'une part, les autres sources d'énergie, notamment renouvelables d'autre part, et enfin, sur le gaz, la diversification. Ça, c'est en cours. Mais c'est vrai que c'est un peu une course contre la montre auquel les Européens sont confrontés d'ici l'hiver prochain et même le suivant. Et c'est Vladimir Poutine qui, en fait, a cette arme dans la main, utilise cette arme, Francis Perrin. On pourrait effectivement complètement renoncer au gaz russe demain, c'est-à-dire éviter que Vladimir Poutine puisse user de cet instrument. Demain, non. Demain, non. À moyen terme, oui. 2027, oui. Oui, c'est une question de calendrier. Dans l'énergie, il est très rare qu'on puisse faire des choses d'ici demain. Ça n'existe pas. Et pour le gaz, c'est encore plus compliqué que pour le pétrole. Comme vous l'avez rappelé tout à fait justement, à l'horizon de fin 2022, les Européens envisagent de se passer d'au moins 90% du pétrole et des produits pétroliers russes qu'ils importaient pas plus tard qu'au début de l'année 2022. Mais le gaz, c'est un marché plus rigide, c'est plus compliqué en termes d'infrastructure de transport. Donc ça suppose, le pétrole est un marché plus liquide dans tous les sens du terme. C'est moins difficile de trouver du pétrole ailleurs qu'en Russie que de trouver du gaz ailleurs qu'en Russie. C'est possible, mais c'est plus difficile. Donc on joue sur le temps. Et Vladimir Poutine, évidemment, qui sait qu'on a cette contrainte, en profite pour nous envoyer des signaux, pour réduire les exportations, avec 2 éléments que vous avez évoqués. Un élément économique. Réduire les quantités de gaz livrées à l'Europe, ça affole les marchés, ça fait monter les prix. Et ce qui l'intéresse, lui, en tant que pays exportateur, ce n'est pas les volumes qu'il exporte, ce n'est pas le prix, c'est la valeur. Une valeur étant un volume multiplié par un prix. Si le volume baisse et que le prix augmente, ça peut être bon pour lui. Et deuxième élément, l'aspect géopolitique, faire peur aux Européens, vous l'évoquiez aussi, dans l'espoir de nous diviser, dans l'espoir que certains États des milieux économiques disent finalement, est-ce qu'il faut vraiment continuer à soutenir l'Ukraine quand on voit les conséquences pour notre économie? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de se rabibocher avec Vladimir Poutine? Donc il joue sur ces 2 tableaux et le défi pour l'Europe, c'est de montrer qu'il ne réussira pas à entamer la solidarité européenne sur ces 2 points. Véritable défi à relever, puisqu'on sait que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est déjà allé voir Vladimir Poutine pour lui demander d'ailleurs de lui vendre encore plus de gaz. Et finalement, il a obtenu gain de cause. Qu'ont fait les Européens? Ils ont laissé faire finalement. Ils n'ont pas eu le choix. Écoutez, moi en tout cas, je pense qu'il faut avoir une solidarité totale avec. En tout cas, là, il y a une division déjà. Mais écoutez, à un moment, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a un conflit à nos portes, il y a un engagement européen et une unité européenne qui a été créée à ce moment-là. Et je pense qu'il faut être constant dans ses valeurs, dans sa philosophie, dans son idéologie aussi.
Et donc, moi, je ne change pas de braquet en vous disant tout d'un coup, il faudrait aller embrasser Vladimir Poutine parce que Vladimir Poutine va vous livrer du gaz. Mais lorsque Viktor Orban Ma question, le fait, on le laisse faire. Ma question, c'est celle de la souveraineté. C'est comment est-ce qu'on retrouve de la souveraineté et de la maîtrise nous-mêmes de nos valeurs, de notre fonctionnement, sans dépendre d'une puissance. Et c'est ça, je crois, l'enjeu pour l'énergie en général dans les années qui viennent. C'est comment est-ce qu'on arrive à sécuriser une diversité des approvisionnements qui fait qu'on ne dépend pas d'une seule puissance, mais qu'on a réparti les œufs dans plusieurs paniers. Comment est-ce qu'on a une technologie, je pense notamment au nucléaire, sur lequel on a une filière industrielle que l'on développe, sur lequel on construit de nouveaux EPR et qui ne tombent pas en lambeaux. Comment est-ce qu'on accélère sur le renouvelable pour être certain à court terme de pouvoir nous approvisionner? Vous avez beaucoup de questions. Il faut y apporter des parce réponses que les sujets rapidement. énergétiques sont des sujets de long terme et c'est exactement ce qui vient d'être dit tout à Francis l'heure. Perrin. Sauf Et qu'il y a nous sommes urgence. aussi tributaires de dizaines d'années d'errement sur un certain nombre de sujets qui nous ont fait prendre beaucoup de retard sur des questions énergétiques, beaucoup d'hésitation aussi du politique et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Il y a eu des erreurs de commises dans les choix par tous les énergétiques. gouvernements. Écoutez, le dernier réacteur qui a été livré dans notre pays sur notre sol, c'est Civaux 2 en 2002. Et donc les décisions d'investissement parfois ont duré des années et des années. On a eu parfois des recours administratifs qui ont été faits. Il y a des associations qui ont été très dogmatiques, notamment sur la question du nucléaire, et qui nous ont empêchés de développer la filière nucléaire. Fallait fermer Fessenheim ou pas? C'est une question qui revient aujourd'hui. Fessenheim, c'est 12 Tera sur un total de 400. Donc, ce n'est pas juste la question de Fessenheim qui va vous résoudre la question électrique. Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi des décisions de construction d'EPR et de nucléaire n'ont pas été décidées plus tôt. Pourquoi il a été aussi long de pouvoir arriver au bout de tous les recours et de toutes les décisions politiques sur le sujet. Pourquoi est-ce que sur des projets de renouvelables, y compris sur de l'éolien offshore, mais là, vous mettez en cause quoi? François Hollande, le premier mandat d'Emmanuel Macron. Non, mais juste je pense que ce mois de septembre, à l'Assemblée nationale, sera l'occasion de faire un état des lieux, des responsabilités de tous les politiques, des associations, de l'ensemble des institutions, de parfois certains propos. Pour faire une sorte d'inventaire. Mais je crois que c'est nécessaire. Les Français attendent de la transparence de la part du politique. Et tout n'a pas été bien fait ces dernières années sur la question énergétique. Et nous payons, je crois, aujourd'hui un certain nombre d'erreurs successives qui ont été réalisées depuis probablement la fin des années 90 par beaucoup de gouvernements successifs. Vous faites là. Ce que je vous dis, c'est que les Français attendent de nous de la transparence. Vous ne pouvez pas demander aux Français des efforts de sobriété sans derrière avoir un langage de vérité avec eux sur la situation actuelle. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on a autant de réacteurs à l'arrêt? C'est une vraie question. Moi, dans ma circonscription, on me pose la question. Il y a 32 réacteurs aujourd'hui à l'arrêt sur 56. Donc ça interpelle. On a besoin d'avoir des réponses et une transparence qui est faite par le politique, par les acteurs énergétiques, par l'ensemble des experts et des scientifiques pour y voir clair et restituer fidèlement aux Français l'état des lieux de notre souveraineté énergétique. Oui, ça, c'est pas... Réjouissons-nous, si je puis dire, dans notre constat négatif, ça, c'est pas dans les mains de Poutine. C'est-à-dire que si la production nucléaire en France est tombée à 25 gigawatts actuellement, ce qui est un bas historique, c'est pas de la faute de Vladimir Poutine. Voilà. Donc, à qui la faute? Il y a eu des défauts de conception, de lancement, etc. Vous allez faire des auditions, on le saura. Ce qui est positif, c'est que ce qui est prévu par EDF, c'est qu'elle remonte normalement vers 50 gigawatts, un peu au-dessus, d'ici l'hiver. Donc ça, c'est un élément de l'équation que vous avez exposée qui est dans nos mains. De la même façon que la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est dans nos mains. Moi, je ne crois pas que la coupure de l'électricité ou du gaz des maisons individuelles soit l'hypothèse la plus probable. Il ne faut pas l'exclure. Il y aurait peut-être des délestages, comme on dit, plutôt vers les entreprises, leur demander de tourner différemment. Mais tout ça, c'est dans nos mains. Au moment de la crise pandémique, on nous a demandé d'arrêter de bouger complètement. Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire un peu la vitesse sur les autoroutes ou sur les routes? Je ne dis pas qu'il faut le faire. En tout cas, si on veut le faire, on le peut. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui va nous en empêcher. La diversification, le fait de faire plus de renouvelables, comme l'a dit Marie Toussaint, c'est dans nos mains. Vous avez évoqué les décisions, les délais administratifs en France qui sont bien plus longs, bien plus élevés que la moyenne européenne. C'est à nous de les raccourcir. De les bouger. Voilà. Et donc, il y a toute une série de mesures. Nous ne sommes pas entièrement dans les mains de Vladimir Poutine. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Réveillons-nous, c'est un peu ce que vous dites. Même si, comme vous l'avez bien rappelé, il faut du temps en matière énergétique et que les investissements porteront leurs fruits parfois dans quelques semestres, pour ne pas dire plusieurs années. Francis Perrin, il y a eu des erreurs de commises en France dans les choix énergétiques. En Allemagne, il y en a eu aussi. En France l'Allemagne s'est reposée pendant très longtemps sur le gaz russe. Avec les c'était un choix stratégique. Nous sommes inquiets en France, mais nos voisins allemands sont très, Pourquoi le parc nucléaire, finalement, est à son inquiets. minimum, d'après ce qu'on entend? Alors, clairement, vous le disiez tout à l'heure, on a perdu des compétences en matière du nucléaire. Et on le voit bien, ça demande des compétences industrielles. La partie nucléaire et la partie non nucléaire, y compris des choses comme des soudures, par exemple. Bon. Donc, il y a eu certainement de la part d'EDF
une marge de manœuvre d'amélioration en termes de calendrier de maintenance, pour qu'on ne fasse pas la maintenance de X réacteurs en même temps. Ça, certainement, à mon avis, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Et puis, il y a des compétences industrielles dans le nucléaire qu'on a perdues par rapport à une génération... Où sont-elles parties quand vous dites qu'on les a perdues? C'est une génération entière. Par exemple, le changement, la retraite. Vous avez eu le départ à la retraite d'ingénieurs, de techniciens qualifiés qui avaient participé au programme nucléaire français lancé dans les années 70, après le premier choc pétrolier 73-74. Cette génération arrive à la retraite, on ne construit plus de réacteurs nucléaires, donc des compétences se perdent. Et après, quand on veut relancer le nucléaire, on se dit « Ah mince, oui, mais on n'a pas cette compétence, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça ». Et ça, on ne résout pas ça en appuyant sur un bouton. Marie Toussaint, vous voulez peut-être réagir justement sur peut-être ces erreurs commises en matière de choix énergétiques en France. Après, on reviendra sur la sobriété. Oui, et puis l'Europe, parce que c'est essentiel. Mais justement, je reviens sur ces erreurs dans l'histoire. Il faut savoir qu'il y a 22 ans, en l'an 2000, la Commission européenne appelait déjà l'Union européenne à se délivrer, à se séparer, à cesser notre dépendance au gaz russe. On en était dépendant à 40%, c'est-à-dire exactement autant qu'aujourd'hui, 22 ans plus tard, et que, effectivement, rien n'a été fait. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parlais de climat tout à l'heure? Pas seulement parce que je suis écologiste et que je veux préserver la planète et que je crois profondément que la justice sociale dépend de notre capacité à préserver la planète, mais aussi parce que ce soit du côté du climat où l'enjeu climatique appelle à ce que nous sortions des énergies fossiles, que ce soit du côté de notre indépendance et de la souveraineté européenne en matière énergétique, eh bien nous aurions dû agir depuis extrêmement longtemps. Après, j'ai envie de rebondir quand même sur ce qui a été avancé. J'entends que les énergies renouvelables sont intermittentes. Moi, je crois qu'il est de notoriété publique aujourd'hui et très largement soutenu que les énergies renouvelables sont les énergies d'avenir, les seules énergies garantes de la paix et par ailleurs capables de fournir une énergie peu cher. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut les aborder aujourd'hui. Sur le nucléaire, il y a eu effectivement beaucoup de problèmes. Ça a très bien été dit juste à l'instant. Il faut aussi tenir compte du fait que la raréfaction de l'eau va entraîner de toute manière des problèmes croissants sur le nucléaire. Et donc, de toute manière, l'industrie nucléaire sera de plus en plus difficile à soutenir au-delà des dangers qu'elle pose. Et puis, en matière d'erreurs, et là, je rezoome sur la question française. Vous savez que le gouvernement français a été condamné pour inaction climatique 2 fois. Mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel il n'a pas agi. Puisque, par exemple, si on avait appliqué les dispositions du Grenelle de l'environnement de 2008 sur la rénovation des logements, eh bien, nous aurions économisé beaucoup de gaz, l'équivalent d'une année d'importation de gaz russe. Si nous avions appliqué les législations existantes en matière d'extinction des panneaux lumineux, des enseignes commerciales la nuit, nous aurions économisé beaucoup de gaz et donc nous serions moins dépendants aujourd'hui du gaz russe. Et si nous cessions de développer partout des panneaux publicitaires numériques, eh bien, nous limiterions aussi une consommation incroyable. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, c'est quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre de sobriété, pas nécessairement sur les ménages. Je crois que l'enjeu, c'est vraiment d'aller là où il y a beaucoup d'énergie qui est gaspillée, consommée, gaspillée. Et donc ça, on en trouve, je vous l'ai dit, dans la publicité, on en trouve dans le numérique, on en trouve dans la manière, l'éclairage. On peut économiser de l'énergie aussi, effectivement, en ralentissant sur les autoroutes. En bref, il y a énormément de choses qu'il est possible d'entreprendre, en lien aussi avec l'industrie et avec l'agro-industrie, qui sont d'énormes consommateurs de gaz, pour pouvoir changer de système et faire en sorte que vraiment l'énergie qui est là eh bien, soit disponible pour le plus grand nombre. Alors, changer le système, vous dites, Elisabeth Borne en tout cas a demandé aux entreprises de réduire de 10% la consommation d'électricité en moyenne. Ça fait partie donc de cette sobriété dont vous parliez. On va écouter Bruno Le Maire. C'est tous les citoyens. C'est toutes les entreprises, c'est toutes les administrations. Nous devons consommer moins d'énergie chez nous, dans les transports, dans les commerces, dans les entreprises, dans les administrations. C'est un engagement collectif de réduction de la consommation d'énergie qui doit être pris et cet engagement doit être supporté par tous. Francis Perrin, donc c'est la sobriété, ça devient un peu le maître mot en France, mais pas seulement en France. En Europe, réduire la consommation d'électricité, jusqu'où? Alors, parce que 10%, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est le bon chiffre? Cela s'applique à la consommation énergétique française. Et par ailleurs, il y a les dispositions européennes, moins 15% en termes de consommation gazière, d'août 2022 à fin mars 2023. Donc le gaz est fléché, et puis à l'énergie.
Et les deux dispositions, évidemment, sont assez complémentaires. Oui, c'était un élément extrêmement important. Si on consomme moins de gaz et d'électricité, enfin moins de gaz maintenant, ça veut dire qu'on en aura plus pour cet hiver, qui sera la période la plus critique. Donc il faut avoir en tête cette dimension de temps, d'abord cette dimension de court terme. Comment passer l'hiver 2022-2023 en France et en Europe avec le moins de dégâts possible pour le gaz. Le gaz, on peut le stocker. L'électricité, ça ne se stocke pas. Donc ça, évidemment, c'est plus compliqué à gérer. Mais il y a des liens, puisque le gaz sert notamment dans des centrales thermiques à produire de l'électricité. Donc c'est un élément extrêmement important. Et puis ce qu'on a dit sur le programme nucléaire pour la France, vous l'avez rappelé, EDF a prévu un plan de remontée en puissance du nucléaire, de remettre en route un certain nombre de réacteurs nucléaires. Donc il y a une planification avec des dates, etc. Il faudra voir de très près, j'imagine que vous allez l'évoquer dans les auditions avec les responsables d'EDF, dans quelle mesure EDF a les moyens de tenir les engagements qui ont été pris. Ce sera un élément crucial pour la France pour l'hiver 2022-2023. Guillaume Kasbarian, mais alors justement, comment mettre en pratique véritablement cette sobriété sans que ça ait un impact sur la croissance, sur l'économie? Est-ce qu'on est en train de partir dans la décroissance aujourd'hui lorsqu'on parle sobriété? Sobriété, ce n'est pas décroissance. Je reviens juste sur ce qui vient d'être dit. Ce sont des questions absolument cruciales que l'on va poser au président d'EDF, puisque nous allons le recevoir le 14 septembre. Savoir est-ce que le planning de maintenance va être tenu, dans quelles conditions, etc. Donc nous allons poser ces questions-là et nous devons faire la lumière sur l'état réel de la maintenance et la capacité d'EDF à tenir ses engagements. Vous me disiez, donc quels engagements? Sur la sobriété ou non, sur l'engagement de repartir. On a un sujet d'offre, on a un sujet de production électrique. Je veux dire, encore une fois, je le rappelle, 32 réacteurs à l'arrêt sur 56. Donc il y a une nécessité de faire repartir le plus vite possible la production électrique à travers notre parc nucléaire. Et donc, il y a un sujet de maintenance et nous voulons nous assurer auprès d'EDF que nous pouvons, enfin en tout cas que EDF peut tenir ses engagements pour l'hiver qui arrive. Je reviens sur votre question. Non, la sobriété, ce n'est pas la décroissance. Ça, je le dis, la décroissance, c'est une idéologie. La décroissance, c'est une idéologie volontaire de baisser la production, de baisser le PIB, de baisser notre consommation dans une logique qui viserait à dire que pour réussir à sauver la planète, il faudrait produire moins, consommer moins et décroître en termes de PIB. Moi, je pense que la décroissance, ça amène de la pauvreté, ça amène une absence de création de richesse et ça amène des conflits sociaux puisque vous n'êtes pas en capacité de redistribuer et d'avoir une politique sociale quand vous êtes dans une logique de décroissance. Est-ce qu'on n'y est pas déjà quelque part en fait? Non, on est dans une logique de sobriété qui passe, je crois, par deux choses. D'une part, quand on le peut, de pouvoir économiser l'énergie, ça vaut pour les particuliers mais aussi pour les entreprises dès qu'on le peut, mais aussi une stratégie d'investissement. Pour pouvoir économiser moins d'énergie, il faut investir dans des technologies qui permettent de consommer moins d'énergie, renouveler le parc productif. Je parle par exemple pour l'industrie, mais ça prend du temps. Et ça a un coût. Ça prend du temps. Vous qui êtes aux affaires économiques. Ça a un coût bien évidemment pour les entreprises, mais aussi pour l'État qui accompagne ces investissements productifs pour économiser l'énergie. Ça prend du temps parce qu'on ne crée pas un changement productif du jour au lendemain. Vous avez par exemple des verriers, si je prends une industrie en exemple, qui produisent énormément avec du gaz aujourd'hui parce que c'est une technologie qui a toujours été utilisée pour faire du verre. Passer du four à gaz à du four électrique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais eux, ils sont contraints. Ça fait partie des objectifs. On leur demande, quand ils le peuvent, d'accélérer cette transition, mais il faut être conscient que ça va poser de gros sujets à beaucoup d'industries, notamment même au niveau des ressources humaines. Quand on va leur demander de requalifier, de revoir leur processus de production, de revoir la formation des équipes, ça a un coût financier, ça prend du temps, mais ça a aussi toute une logique d'organisation de notre industrie. Donc vous leur donnez quel délai pour les contraindre? Parce qu'en fait, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne, que ceux qui ne se soumettaient pas à l'objectif pouvaient être contraints. L'objectif, déjà, il faut leur donner un objectif pour donner un cap, donner de la visibilité, donner une ambition. C'est ça aussi le fait de donner un objectif. Ensuite, il faut accompagner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser dans la mouise en leur disant débrouillez-vous et puis faites des économies d'énergie. Il faut les accompagner sur les investissements, il faut les conseiller, il faut voir avec eux comment est-ce qu'on peut lisser la consommation quand on le peut, parce que tout le monde n'est pas au 3-8. Donc il y a plein de petites choses qui peuvent être faites au sein de l'industrie qui permettent d'atteindre ces objectifs, mais il ne faut pas les laisser seuls. On risque de ne pas les atteindre. Et écoutez, en tout cas, notre rôle de politique, c'est de tout faire pour réussir à les atteindre et éviter, encore une fois, les scénarios les plus sombres. Marie Toussaint, la sobriété jusqu'où? Les Allemands, d'ailleurs, communiquent beaucoup sur cette question depuis cet été.
Oui, et depuis l'élection du nouveau gouvernement, donc depuis un peu plus longtemps que ça. Non, mais j'entends que ça peut prendre du temps, etc. Écoutez, 64% du gaz utilisé aujourd'hui dans l'industrie européenne pourrait être remplacé par des pompes à chaleur. 64%, donc c'est énorme. C'est un sac d'énergie que nous pourrions économiser relativement facilement. Mais là aussi, on souffre d'un manque de préparation. Et dans la réalité, ni les dirigeants libéraux principalement de l'Europe et de la France, ni les grands industriels n'ont fait les investissements nécessaires, alors même qu'ils savaient que remplacer ce gaz, 64% du gaz encore une fois dans l'industrie, par des pompes à chaleur était possible. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à faire quoi ? 1, à faire comprendre que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. 2, de réussir à accompagner les entreprises qui sont en difficulté pour transformer leur process de production, mais aussi, et je pense qu'il faut clairement le dire, d'établir des contraintes pour celles et ceux qui ne souhaitent pas agir. Et on peut prendre plusieurs exemples. Mais je prends quel type de contraintes qui est aujourd'hui accompagné financières, des pénalités Par exemple, aujourd'hui, Arcelor est accompagné à hauteur de plus d'1,5 milliard d'euros par le gouvernement français pour transformer ses process et développer des process moins polluants et moins consommateurs de gaz en France. Et donc c'est important que Arcelor change. Mais Arcelor, c'est aussi l'une des entreprises les plus riches du monde. Et donc dans la réalité, Arcelor aurait dû investir depuis bien longtemps dans la transformation de ses process de production. Et donc moi, je ne veux pas qu'on aille voir les Françaises et les Français en leur disant maintenant, c'est la sobriété. Mais je veux qu'on aille voir celles et ceux qui ont les moyens de changer et qui se refusent encore à le faire et de leur dire maintenant, c'est le dernier moment, soit vous changez, soit demain, vous serez effectivement contraint. Je pense que c'est un enjeu à la fois d'efficacité et de justice dans ce qu'on essaye de développer aujourd'hui pour l'Europe. Et puis, si vous me permettez, il y a un autre enjeu sur lequel j'aimerais revenir. Parce que tout à l'heure, on a dit Vladimir Poutine a envie que l'Europe se fracasse et aille signer des contrats avec lui. Et c'est une manière d'affaiblir l'Union européenne pour mieux emporter la guerre en Ukraine. Mais moi, je crois que l'ambition de Vladimir Poutine est de plus long terme que cela. Et je pense qu'effectivement, Vladimir Poutine a envie que la solidarité entre les États européens se casse. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la Grande-Bretagne et la Norvège, qui sont dans des situations extrêmement difficiles, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui coopèrent avec l'Union européenne, disent cet hiver, c'est fini, on arrête de partager l'énergie que nous avons parce qu'on en a besoin pour nos propres citoyens et nos propres citoyennes. Eh bien, ça, c'est un grand risque qui pèse aujourd'hui sur l'Europe. On a besoin de faire vivre cette solidarité européenne. Et l'Europe s'est construite sur le charbon et l'acier, qui sont deux technologies éminemment émettrices de gaz à effet de serre. On a aujourd'hui une possibilité de reconstruire l'Europe autour d'un pacte qui est celui de la sobriété juste, où on se dise qu'on va viser la réduction de la consommation d'énergie, on va viser la vie moins chère, on va viser la protection du climat, mais dans la solidarité, et qu'on garde bien vivante cette solidarité. Et ce message-là, je crois qu'il faut continuer à le faire passer haut et fort, parce que c'est l'Europe, finalement, qui est en jeu dans le défi que nous vivons aujourd'hui. L'Europe est en jeu, hein, Yves Bertoncini. Elle pourrait exploser, justement, avec cette menace russe. Donc, on parlait de Viktor Orban, qui, lui, en redemande du gaz russe. Effectivement, Madame Toussaint évoquait la Grande-Bretagne, la Norvège, qui ont un statut un peu particulier, puisque la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Europe. Mais est-ce qu'effectivement, il va y avoir une sorte de repli sur soi des différents pays, donc des batailles, des mises en concurrence, et puis peut-être effectivement un délitement de cette solidarité européenne? Pour l'instant, elle tourne, l'Europe. Ça fait longtemps qu'on dit qu'elle va se déliter, et pas seulement face à la crise énergétique, c'était la même chose face aux défis migratoires, la pandémie, etc. Pour l'instant, elle tient, et d'ailleurs, elle tient y compris au niveau des opinions publiques, à l'exception notable du Brexit, qui a poussé les Britanniques dehors. Je crois que beaucoup le regrettent d'ailleurs désormais. Donc ces divisions dont parle Vladimir Poutine, ça ne vous inquiète pas? Je vais vous dire, il y a une chose qui m'inquiète. Orban, ça préexistait. Le double jeu de Viktor Orban vis-à-vis de Moscou, il préexiste. Simplement, c'est un enjeu de plus. Sachant que la Hongrie a aussi des handicaps spécifiques. C'est un pays enclavé, c'est difficile pour eux l'approvisionnement énergétique. Non, ce qui est inquiétant, c'est l'Italie. Parce que si en Italie, comme c'est hélas probable, l'extrême droite arrive au pouvoir, là on pourrait retrouver, il ne faut pas oublier que Matteo Salvini, même si c'est plus le leader, maintenant il y a Giorgia Meloni, mais il était très pro-Poutine, Matteo Salvini. Et là, l'Italie, dirigée par une extrême droite complaisante vis-à-vis de la Russie, ça sera problématique et ça sera un vrai test intérieur. Mais je crois pour autant, les Italiens ne sont pas europhobes, ils ne veulent pas quitter l'Europe.
Déjà sur l'euro, l'extrême droite italienne avait fait une conversion spectaculaire. Elle a bien compris que les Italiens ne jouaient pas avec l'appartenance à l'Union européenne. Je crois qu'on pourra trouver toujours des accommodements pour maintenir une forme d'unité européenne, parce que Poutine ne nous veut pas du bien. Il ne veut pas non plus le bien des Hongrois ni des Italiens, Vladimir Poutine. Il joue son jeu, il a engagé une guerre aventureuse. Les Ukrainiens lui tiennent tête de manière assez spectaculaire et courageuse. Maintenant, nous soutenons les Ukrainiens, les Américains soutenaient les Ukrainiens. Alors, il est vrai que nous, par rapport aux Américains, on a cette vulnérabilité énergétique. Bien, tous les plans qui ont été engagés, aussi bien au niveau européen, REPowerEU, qu'en ce moment au niveau français, normalement, doivent nous permettre de passer l'hiver prochain. Parce qu'après, c'est effectivement les populations qui doivent aussi accepter de telles restrictions, 10%, parce qu'on parle des entreprises, mais ça ne va pas se faire qu'avec les entreprises. Cette guerre que Vladimir Poutine a créée, toute guerre a un coût. Voilà. C'est triste à dire, et donc nous, Européens, d'une manière ou d'une autre, nous en payons le prix. Déjà sous forme d'inflation, et peut-être, je crois que ça n'arrivera pas, enfin je l'espère, sous forme de rationnement du gaz, peut-être pas de coupure, mais de baisse de consommation. Mais cette baisse de consommation, elle est nécessaire. La sobriété énergétique, il y a un autre mot, c'est l'efficacité énergétique. On a beaucoup parlé des passoires thermiques, c'est un exemple emblématique. Mais tous ces mots qui reviennent à la mode, justement, parce qu'il y a cette guerre en Ukraine. Un peu moins d'énergie, et puis surtout, consommons mieux l'énergie. Voilà. Alors, ça, c'est l'efficacité énergétique. Et c'est dans nos mains, ça. C'est dans nos mains. On va écouter Elisabeth Borne, qui vient de s'exprimer justement à ce sujet, la Première ministre française. La première bataille, c'est la transition écologique. Nous allons préparer un plan d'action pour atténuer les effets du dérèglement climatique et nous y adapter. Nous le ferons secteur par secteur, territoire par territoire. C'est le principe même de la planification écologique dont j'ai personnellement la charge. Nous avons convenu que les équipes gouvernementales et 25 000 cadres de l'État seraient formés à la transition écologique. C'est à l'issue de cette réunion à l'Élysée toute la journée, Guillaume Kasbarian. Donc elle reparle effectivement de cette transition écologie, l'écologie donc qui est au centre de cette politique énergétique. Sauf que en France, pour l'instant, les centrales à charbon sont rouvertes ou prolongées, puisqu'il y a celle de Saint-Avold qui va rouvrir, et puis il y a celle de Cordemais qui sera prolongée. Donc on va pouvoir se chauffer, mais aux dépens de l'écologie. Écoutez, je pense que... Et je ne parle même pas de l'Allemagne qui en a relancé 10 centrales à charbon. Aujourd'hui, dans la situation énergétique dans laquelle on est, la France est clairement pas la pire dans l'Union européenne. Vous mettez des centrales à charbon. Donc là, on est en contradiction. Nous avons ouvert la possibilité de réouvrir les centrales à charbon en cas de difficulté, y compris en cas de pic, si nous arrivons à des tensions sur le réseau électrique. Donc c'est une solution qui ne fait pas plaisir ni aux parlementaires ni à l'exécutif. C'est une solution de sécurité auquel nous serions obligés, pour des raisons de contrainte, de devoir avoir recours à ça. Mais de la même manière que moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive un jour à quitter le gaz, si vous voulez. Mais sauf qu'on ne peut pas le faire tout de suite. Vous avez posé la question tout à l'heure. On ne peut pas du jour au lendemain, si vous voulez, quitter la totalité. Mais lorsqu'on rouvre les centrales à charbon, on ne va pas dans le sens de l'écologie. En tout cas, moi, j'aimerais bien que chacun fait son acte de contrition et son auto-examen de conscience. J'aimerais bien que chacun le fasse aussi. Pendant des années, un certain nombre de mouvements politiques se sont opposés au développement du nucléaire, nous ont dit que nous étions dans une situation de surcapacité de production nucléaire, nous ont dit qu'il fallait en sortir le plus vite possible, et du coup, nous mettre dans une situation, regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe dans d'autres pays, où par dogmatisme, on en vient à réouvrir, comme vous l'avez dit, du charbon, à être extrêmement dépendant et à se retrouver dans une impasse énergétique absolument la plus totale. Donc que chacun fasse son examen écologique de conscience, et c'est certainement pas... Vous parlez des Verts, là? Je parle tout à fait d'Europe Écologie Les Verts, tout à fait. Je parle aussi de Greenpeace, qui s'est opposé de façon répétée à la construction de centrales et qui nous ont mis dans une impasse. Je veux dire, si aujourd'hui on n'est pas capable de regarder objectivement la situation énergétique et de constater que les combats dits de certains écologistes nous ont mis dans une impasse énergétique en Europe, c'est qu'on n'a visiblement pas une vision globale de ce qui se passe. Donc, alors, vous allez répondre, mais très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Notre objectif et mon objectif, c'est d'assurer une sécurité d'approvisionnement pour les Français. Et de leur dire que tout est fait par l'État pour faire la lumière sur l'état de notre parc énergétique et de notre production énergétique, mettre en place toutes les mesures qu'il faut pour pouvoir répondre à ce besoin et engager et accompagner celles et ceux qui le peuvent pour pouvoir faire des économies d'énergie. C'est ça l'objectif du politique. C'est l'objectif du plan et c'est ce que chacun fasse son examen de conscience, et j'aimerais bien qu'Europe Écologie Les Verts le fasse également. Marie Toussaint, donc examen de conscience peut-être de la part d'Europe Écologie Les Verts, en tout cas demandé par Guillaume Kasbarian. Juste un mot sur ces centrales à charbon, donc il y en a une dizaine qui vont être utilisées en Allemagne et en France aussi. On va prolonger l'utilisation d'une d'entre elles et rouvrir une centrale à charbon. Donc c'est inévitable.
Non, c'est évitable. C'est évitable. C'est évitable et c'est précisément la question, c'est par où est-ce qu'on prend le bout de la bataille qu'on a à mener. Alors il y en a certains, dont M. Gabriel fait manifestement partie, qui pensent d'abord qu'il faut garantir le fait qu'on ait autant d'énergie qui viennent d'ailleurs qu'avant. Donc il y a les centrales à charbon, il y a effectivement les centrales nucléaires. On a parlé de diversification d'approvisionnement, donc plutôt que d'aller voir Poutine, on va voir le Qatar, avec dans les conditions politiques que vous savez, ou encore l'Azerbaïdjan. Bon, ça c'est un choix. Et puis, il y a celles et ceux qui veulent véritablement faire cette transition, qui veulent véritablement aller vers la sobriété. Et dans ce cas, la première question, c'est de mettre sur la table cette question de la réduction d'émissions et de l'efficacité énergétique qui a très justement été rappelée précédemment. Donc c'est ça l'enjeu. Et plus on tardera à agir véritablement, plus on tardera à rénover les logements, plus on tardera à transformer l'industrie, plus on retardera la transformation de l'agriculture. On a un modèle agricole qui est extrêmement consommateur d'énergie et notamment d'énergie fossile. Et bien plus nous aurons besoin effectivement de ces centrales à charbon. Moi, je crois que tout doit être fait aujourd'hui pour sortir au plus vite de notre dépendance aux énergies fossiles et fissiles, parce que sur le nucléaire, il y a la question de l'eau dont j'ai parlé. On dépend énormément de la Russie, de Poutine également pour notre nucléaire. Et puis, on vit aussi sous la menace russe d'attaques sur nos centrales nucléaires. Et j'aimerais aussi que ceux qui défendent l'énergie nucléaire s'adressent à ces questions-là. Bien sûr, évidemment, évidemment. Et il faut en sortir aussi vite que possible, mais pas demain. On l'a dit, je crois, tout au long de cette émission, c'est plus long et plus complexe que ça. Mais en tout cas, il faut tout miser sur la réduction d'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. C'est un enjeu à la fois de sûreté actuelle, de sûreté dès demain du fait des dérèglements climatiques et des dangers que pose l'énergie nucléaire. C'est aussi un enjeu de coût pour les Françaises et les Français. Enfin bref, c'est un enjeu global. Oui. Mais misons sur la sobriété juste. Je crois que c'est ça qui doit être notre boussole aujourd'hui. Francis Perrin, un mot justement sur ce mix énergétique. On pourrait se passer à la fois du charbon, du nucléaire, et on pourrait continuer à se chauffer cet hiver? Non, personnellement, je ne le pense pas. Un mot sur le charbon. On a évoqué Saint-Avold, Cordemais. Bon, c'est dommage, mais ce n'est pas extrêmement important. C'est très temporaire. L'Allemagne, c'est plus embêtant. Pourquoi ? Parce que c'est moins temporaire en Allemagne, parce qu'il y en a plus important. Voilà, absolument, tout à fait. Mais il y a ce qui se passe en dehors de l'Europe. Nous parlons de changement climatique, donc du monde, pas de la France et pas de l'Europe. Nous en parlons aussi, mais nous parlons d'un problème mondial. Au niveau mondial, la consommation de charbon en 2022 devrait être de 8 milliards de tonnes, c'est-à-dire qu'on devrait atteindre le record mondial de consommation de charbon qui remonte à 2013. Et en 2023, la Chine et l'Inde principalement. La Chine consomme à elle seule 50% de tout le charbon consommé dans le monde. L'Asie, y compris la Chine, 80%. Et en 2023, on devrait probablement battre le record mondial de consommation de charbon. Ça, c'est le vrai problème, plus que de rouvrir en France Saint-Avold pour 6 mois. Mais ça, les Européens, évidemment, n'ont pas la main. Alors. Non, mais sur le charbon, j'allais dire à la guerre comme à la guerre, on est obligé de le faire. Là, on évoque des risques, donc on rouvre, même en France. Mais ça, c'est terminé, le charbon. En Europe, la construction européenne a été lancée avec ça. La communauté européenne du charbon et de l'acier. La sortie du charbon est programmée, inévitable. Et d'ailleurs, on a aussi arrêté vite d'importer du charbon russe. Moi, je crois qu'au-delà de ces risques à traiter dans le très court terme, il faut surtout engager des changements structurels. Et donc, le mot de mix énergétique a ceci de pratique qu'il montre bien qu'il faut un peu de tout. Alors, avec des curseurs qui bougent, la France a fait le choix du nucléaire, c'est son choix. Ce n'est pas du tout consensuel en Europe. Hein, Madame von der Leyen n'en parle pratiquement jamais. Mais il y a d'autres sources d'énergie. Et je voudrais par exemple mentionner l'hydrogène, on n'en avait pas encore parlé. Il faut aussi que quand même cette crise soit d'une certaine manière une opportunité d'aller plus vite. Alors, notamment 8 pays de l'Union européenne qui ont annoncé des pays riverains de la mer Baltique qui veulent multiplier par 7 la capacité de production d'énergie éolienne en mer d'ici à 2030. Non, il y a l'éolien. Alors en France d'ailleurs, l'éolien en mer fait à peu près consensus. C'est l'éolien terrestre qui suscite plus de débats. Chaque pays avancera comme il le peut, mais essayons d'utiliser tout ça pour faire des investissements d'avenir. Alors en matière d'énergie nucléaire, il y a les nouvelles générations. Faut-il encore que ça marche ? Ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. À court terme, il y a aussi les renouvelables, l'hydrogène, le biométhane. Voilà. Et ça sera une combinaison de tout ça qui fera qu'on pourra utiliser cette crise, les risques qu'elle suscite,
comme une opportunité pour transformer nos économies et puis aussi lutter contre le changement climatique, ça a été rappelé. Une opportunité donc, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Yves Bertoncini d'avoir été avec nous. Merci Francis Perrin. Merci à vous Guillaume Casbarian. Merci à vous Marie Toussaint, vous étiez avec nous en direct de Bruxelles. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.